Vous n'avez pas la maîtrise de vos émotions devant cette personne. Donc, dès que je rencontre cette personne-là, je ne me sens pas bien, je sais que je suis dépendant émotionnellement de l'autre. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que quand je suis dépendant, ce que j'utilise beaucoup dans mon langage, c'est le vous. Tous mes problèmes, c'est les autres. C'est comme je dis toujours, les gens qui ne progressent pas dans la vie aiment toujours accuser les autres pour leurs problèmes. C'est toujours l'autre le problème. C'est toujours le chef. C'est jamais toi. C'est toujours tout le monde sauf vous-même. Maintenant, quand je suis indépendant, j'utilise beaucoup plus quoi? Le je. Vous suivez? Je suis capable. Je peux faire des choses. Je peux aller de l'avant. Je. Mais le dernier niveau, c'est le nous. C'est ce qu'on appelle l'interdépendance. Je suis en entreprise, ce n'est pas moi qui fais tout, mais nous faisons. Excusez-moi. Nous faisons. Nous. Donc, lorsque vous parlez à quelqu'un, la phrase que vous allez utiliser, c'est quoi? Nous voyons pour parler de vos retards. Pas je veux vous rencontrer pour. Vous mettez je. Ils se sont exclus de la chose. C'est comme si c'est vos. Hein? D'abord, pour commencer, l'entreprise ne vous appartient pas. Mais oui, l'entreprise ne vous appartient pas. L'entreprise, c'est une entité morale, une personne morale. Moi, je suis monsieur Jolin. Mon entreprise, c'est DCC. C'est deux personnes différentes. Qui n'a jamais entendu dire le DG doit à son entreprise? Ça veut dire quoi? Tu dois à quelqu'un d'autre. Mais quand vous êtes tous dans le même bateau, on doit prononcer le terme quoi? Nous. Vous parlez à quelqu'un que vous dirigez, utilisez le terme nous. Utilisez beaucoup plus ce pronom personnel. Donc je dirais, nous voyons pour parler de vos retards répétitifs aux réunions qui impactent le bon fonctionnement de l'équipe. Donc, je l'éclaire sur la situation. OK? Et je ne vous dis pas de répéter ça comme ça tout le temps, mais je vous propose une formule, OK? Mais ça doit être dans ce modèle-là. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je dois être empathique. Assurez-vous qu'il va bien essayer de comprendre les origines du problème. OK? Cherchez à comprendre. Monsieur le directeur, ce n'est pas bien seulement de dire dehors. Il faut comprendre son problème. Pourquoi il ne vient pas en retard? OK? Vous êtes un peu empathique. Alors maintenant, troisième point, jouez aussi sur son empathie. En faisant quoi? Informez-le de l'impact de son retard sur ses collègues, sur l'équipe, sur le projet, sur l'entreprise. Conservons un ton neutre et veuillez à ne critiquer personne. C'est-à-dire, votre retard, quand vous êtes en entreprise, mais les autres peuvent manquer le pain parce que vous comportez comme ça. Donc, j'utilise son empathie, qui se met à la place des autres, qui sont impactés par son retard à lui. Ils comprennent que ce n'est pas personnel, ce n'est pas seulement lui le problème, c'est que votre défaut joue sur la vie des autres. Il n'y a pas que vous. Parce que quand vous le faites, ça peut causer, c'est comme une chaîne, le maillon. Le maillon fait quand il se brise toute la chaîne. Alors, troisièmement, qu'est-ce que je fais? Rappelez-le combien sa réputation est importante pour sa carrière. Vous savez, tout le monde n'a pas que des défauts. Essayez toujours de puiser dans les qualités de la personne, de ses victoires passées, pour lui rappeler qu'il peut le faire encore. Toute personne qui a remporté une grande bataille s'est toujours reposée sur ses victoires passées. À l'exemple de David. David ne s'est pas permis de taper Goliath parce qu'il était David. C'est parce qu'il avait un training avant. Il a buté, je ne sais pas, un lion. Il a fait des trucs. Il a dit, oh, mais si j'ai fait ça à un lion, c'est pas ce. Il avait utilisé quel terme hein? Ce Philistin, je ne sais pas qui il a que je ne pourrais pas battre. Un circoncis. Exactement. OK? Soutenez-le. Offrez-lui l'opportunité de trouver des situations adaptées. Il est souvent très bien dans l'échange avec quelqu'un qui a un problème que lui, il trouve la solution à ce problème. C'est-à-dire, essayez de lui demander de proposer ce qu'il doit faire dans cette situation-là. Parce que quand ça émane de la personne qui en est victime, c'est plus solide parce que c'est lui qui a choisi. Ce n'est pas vous qui avez dicté. C'est lui qui a choisi qu'à partir de maintenant, je ferai ceci, cela. C'est comme je vous demandais, bon, dans ce problème-là, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour régler votre problème? Je sais que vous en êtes capable de trouver la solution. Je vous accorde 2 jours. Venez vers moi et dites-moi ce que vous avez choisi comme stratégie pour régler ça. Mais quand ça vient de vous, c'est plus facile. Appliquer la sanction, c'est bien, mais ce n'est pas toujours. Parce que vous aurez des gens qui vont travailler avec vous parce qu'ils doivent le faire et non parce qu'ils veulent le faire. Vous savez la différence? Il y a des gens qui travaillent parce qu'ils doivent le faire, non parce qu'ils veulent le faire. Je dois le faire parce que j'ai un salaire, mais je ne veux pas le faire.
Et c'est là où il y a des problèmes émotionnels qui interviennent. Je vais au boulot, quand je repars, j'ai le gros cœur. Vous savez, la plupart des problèmes de santé qu'on a d'ordre émotionnel trouvent leur origine en entreprise. Et vous ne savez pas ça? Oh. Je ne sais pas si c'est en France où on impose même aux entreprises d'avoir des gens qui contrôlent un peu l'état, la santé mentale des employés. Parce qu'il y avait des suicides, bêtement, les gens se suicidaient. Mais chez nous, comme on ne contrôle pas ça, on ne sait pas. Tu es parti, tu es tombé là-bas, on dirait seulement qu'on t'a bouffé. Mais parfois, ça provient du boulot. Mais non, on ne vérifie rien. On se dit, surtout pour le chef, ah, il est payé, non? Ça va. Ah, mais non, les gens ne sont pas seulement payés. Il faut aussi veiller sur les gens. Madame a dit tout à l'heure quoi? Les gens, vous travaillez dans quelle entreprise, monsieur? Vos heures de travail, c'est de quelle heure à quelle heure? De 7h30 à 15h30. Qui dans la salle fait plus d'heures que ce monsieur? De quelle heure à quelle heure? 8h pile à 17h30. Et vous? 7h30 à 16h. Bon, prenons madame. 8h pile à 17h30. Ça fait combien d'heures? 8h30. 8h30. Quand vous allez à la maison, vous passez combien de temps avec votre mari et les enfants? Pratiquement peut-être 1 heure, sinon que vous allez trouver même les enfants peut-être qui commencent à dormir. D'accord, donc accordez au moins 2 heures que vous allez vous donner pour être gentil. Est-ce que vous vous rendez compte que vous passez toute votre vie au boulot qu'à la maison? Maintenant, quel est le milieu qui peut vous affecter le plus, qui peut avoir un impact sur vous en termes de temps? Vous êtes d'accord avec moi? Et ça, les gens ne le savent pas. Quand vous êtes chef d'entreprise, monsieur, trouvez toujours des gens qui travaillent. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit au moins, on recommande au moins une fois chaque année, vous appelez quelqu'un qui peut travailler avec les gens sur le savoir-être, pas sur le savoir toujours faire. Dans leur côté psychologique, qui travaillent, qu'on leur rappelle des trucs. Parce que leur bien-être contribue au succès de la boîte. S'ils sont bien dans leur tête, ils sont bien. Vous savez, des gens qui sont démotivés pour des raisons futiles, pour un problème d'imagination. Il y a des gens sur Terre qui ont des ennemis imaginaires. Vous savez ça? Il y a des gens qui ont des ennemis imaginaires. C'est-à-dire que tu n'as rien contre lui, mais il te déteste. Vous travaillez ensemble, mais il trouve que la dame, là, depuis qu'elle est arrivée, elle est gonflée. Et c'est son truc à elle. Donc, elle dit, mais la collègue, là, depuis qu'elle est... Mais pour qui elle se prend? Mais tu ne la connais pas. Mais dans sa tête, tu te prends pour qui? Vous comprenez? Et ça, le coach, quand on vient, on va l'aider à comprendre que tu as un problème. On va l'aider. On ne se moque pas de quelqu'un comme ça. Malheureusement, il est né dans un environnement, il a appris à haïr les gens sans raison. Mais on va l'aider. Parce que c'est contre-productif. Et puis, ça peut prendre des dimensions bizarres. Hein. Une haine à un degré même d'en vouloir à sa santé. Je ne vous apprends rien. Il y a des coups parfois en entreprise qui sont à la limite d'une animosité incroyable. Où on peut en vouloir même à l'intégrité physique de l'autre. Ah, j'espère que vous n'allez pas dire oh, oui, oui, seulement comme ça. Après, il faut appeler le coach aussi. Ok. Alors, et vous concluez en faisant quoi? Il est important qu'ils se sentent accompagnés et non... Hein, monsieur le directeur, il doit être accompagné et non menacé. Je n'ai pas dit que la chicotte n'est pas bien en entreprise. C'est souvent bien dans certains cas. Mais dans la plupart des cas, vous devez privilégier l'accompagnement. Il est important qu'ils se sentent aidés et non. Ce genre de conversation doit toujours se terminer par un point positif et des encouragements. Rappelez le succès passé. Voilà. Un collaborateur qui se sent respecté et écouté est plus enclin à participer aux réunions, aux projets d'équipe et travailler plus intensement. Est-ce que c'est faux cette déclaration-là? Retenez que votre rôle de manager est avant tout de trouver des solutions, de faire avancer les projets et de faire progresser les équipes. Restez concentré sur les solutions et la collaboration. Ne perdez pas d'énergie à chercher des responsabilités ou des explications aux problèmes. Vous savez, les gens qui passent, il est là, il y a des priorités, mais il est là sur des futilités. Gérer les humeurs des gens, laissez ça à nous les coachs. Hein? La confiance augmente la chance du travail collaboratif. On va un peu passer. Voilà. Alors, qui connaît l'importance du terme confiance en entreprise? Confiance. Est-ce que vous pouvez travailler bien pour une personne en qui vous n'avez pas confiance? C'est possible? D'être à 100% productif quand vous n'avez pas confiance?
J'ai un ami qui me dit toujours, il a commencé le commerce de taxi, comme peut-être certains d'entre vous ici. Et quand il a sa première expérience avec son taxi, le chauffeur, vous connaissez les chauffeurs, hein? Des caprices, la recette ne vient pas toujours, ainsi de suite. Après, il me dit, ah non, moi, je peux faire ça. Moi, le taxi, moi, j'ai peu confiance aux gens. J'ai dit, mon frère, si tu n'as plus confiance à l'être humain, ne fais pas les affaires. Prends un CV, va chercher le boulot. Parce que tu ne peux pas faire seul. Si vous avez une charge que vous pouvez soulever seul, c'est que cette charge n'est pas lourde. Quand la charge est lourde, on a besoin d'une collaboration. Si vous allez chasser un lapin, le lapin est petit, non? Vous pouvez le manger, vous pouvez le porter seul jusqu'à la maison. Mais si vous tuez un éléphant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez appeler du secours. Venez les gars, on a un gros truc. Vous êtes obligé de faire confiance. Je vous dis, même si on vous a roulé plusieurs fois, la confiance est... Même si aujourd'hui vous avez un comptable qui a pris de l'argent, vous n'allez pas dire que vous allez gérer une entreprise sans comptable. Vous êtes obligé de faire confiance. Il n'y a pas de solution. Vous ne pouvez pas gérer les gens en qui vous avez des suspicions. Toujours là, être en train de le regarder. Parce que c'est pas possible. Vous êtes là même quand quelqu'un rentre dans votre bureau, il est sorti avec quoi? Vous allez souffrir, vous pouvez tomber malade. Vous cherchez sur la petite bête. Le gars là, il est rentré dans le bureau, la manière qu'il me regardait, il sait quoi? Faites confiance. Je saute un peu ces citations. L'économie de la confiance. Alors, regardez cette formule. La confiance a une formule, hein, et la confiance a aussi des répercussions sur l'argent. Si la confiance, là c'est le signe de quoi? Inférieur ou supérieur? La vitesse, c'est comment? Inférieur. Le coût? Ça veut dire que si la confiance est basse, la vitesse est basse et le coût est supérieur. J'explique ça très simple. Tu as un petit à la maison. Vous savez, nous avons tous dans le quartier des petits qu'on en voit souvent. Un petit va m'acheter l'eau, et ainsi de suite. Et tu as un petit qui vient, tu dis, hey, petit, viens, va m'acheter du crédit. Le petit n'a pas confiance. Tu sais que le vieux là, quand tu l'envoies, il ne donne rien après. Il n'est pas motivé. Il prend l'argent, la boutique à côté, le petit va traîner avec ses amis quelque part. Dans la vitesse, il va traîner parce qu'il n'a pas confiance. Il va d'abord causer, mais tu perds en argent. Parce que le temps, c'est de l'argent. Donc quand il va arriver, il était censé aller faire ce travail-là en 2 minutes, il va mettre 4 heures du temps. Je connais des commerciaux qui font souvent ça. On l'envoie aller prospecter, il va s'asseoir quelque part en train de prendre son jus et il met des noms fictifs. Il vient, il dépose. Vous rigolez, mais c'est ça quoi la confiance est faible dans l'entreprise. Ah, pas confiance en toi, le manager, tu énerves, tu m'envoies aller faire des trucs. Alors, comme tu m'envoies, je ne peux pas dire non parce que tu es mon N+1 par respect, mais je vais te montrer quand même que je suis un bandit. Il va s'asseoir. On le voit à la citronnelle, il prend son jus tranquille. Pendant 1 heure, 2 heures, il finit. Ah, c'est l'heure de rentrer, il repart. Et toi, tu viens là, après, il t'invente une raison à la con, et voilà. Parce que la confiance est machin. Et quand la confiance est élevée, c'est quoi? Vitesse est supérieure et le coût inférieur. C'est-à-dire, on ne dépense pas trop. Parce que si j'ai des gens à qui je demande d'aller faire un travail, mais tu sens l'engagement, tu sens le dévouement, ça va rapidement, ça revient. Et on sent qu'il y a quelque chose qui bouge dans l'entreprise. Mais vous savez, les gens qui ne traînaient pas, hein, comme disait un ami, les Congolais, nous les Africains, on marche à l'image du pays. Et tu vois une femme quand elle marche, le pays aussi marche pareil. C'est long. Tu arrives en Europe, tu vois comment les gens, même pour prendre le métro, ça court. Hein. Des fois, tu as l'impression qu'il y a un problème derrière, mais ça court toujours. Bon, je ne veux pas dire que c'est meilleur qu'ici, mais bon, c'est une image, ok? Alors, regardez maintenant. Lorsque la confiance est faible, on paye l'impôt de la confiance. Et c'est un module aussi que les entreprises aiment bien parce que ça concerne exactement les cadres de direction. Pas ceux qui sont en bas, mais que les cadres. Donc, DRH, voilà, donc tous ceux qui sont des cadres. L'impôt de la confiance. Et quand la confiance est élevée, vous avez les dividendes. Et je vais vous expliquer quels sont les dividendes. Alors, ça c'est une formule que certainement vous connaissez. Stratégie multipliée par exécution, ça donne quoi?
Ça veut dire ici, si j'ai une bonne stratégie et qu'à côté, les collaborateurs ont confiance, donc l'exécution sera correcte et le résultat, formidable. Vous comprenez la formule? Alors, ok, mais regardez maintenant. Lorsque, par exemple, la confiance est basse, bon, ça c'est une citation, vous n'obtiendrez des meilleurs résultats à partir du moment où vous leur donnez le meilleur de vous-même. Et ici, environnement, quand la confiance est basse, quand vous avez des impôts, le problème c'est que l'environnement, regardez à quoi ça ressemble, l'environnement dysfonctionnel et culture toxique, guérilla ouverte, sabotage, récrimination, comportement criminel. Qui a déjà vu ça chez lui en entreprise? Où il y a des histoires comme ça, comportement criminel, des choses comme ça. Il y a des gens qui bougent la tête. Donc, n'ayez pas peur. Si votre chef est là, dites seulement. Il ne va pas vous dire à la fin que toi, tu avais dit ça. C'est un cours. Peut-être qu'il va aussi se rendre compte que là, ah oui, les gars voient le problème. OK? Micromanagement intensif, ce que j'ai dit là. Oh, suspicion, regardez les trucs. Hiérarchie omniprésente. L'autonomie n'existe pas, mon frère. Tu n'as pas le droit de faire autre chose que ce qui est écrit. Même pour prendre un stylo justificatif. Procédure de rétorsion et punition. Là-bas, il n'y a que le bâton. Il n'y a jamais la carotte. On frappe seulement. Quand tu forces, on te rappelle que tu as faussé. Mais quand tu fais bien, on ne te dit pas que tu as bien fait. Tu ne sais jamais quand tu fais bien. Mais on te rappelle seulement quand tu fais mal. Mais c'est l'impôt, non? 80%. Et après, le résultat, c'est quoi? C'est que tu diras peut-être pas non, mais quand tu vas aller travailler, tu vas aller t'asseoir dans le cybercafé, prendre ton truc tranquillement et faire des listes fictives. OK? Mais c'est ce qu'on ne veut pas. Environnement malsain. Alors, quand c'est au moins 60%, ici, vous avez employés et actionnaires profondément insatisfaits. C'est quand la confiance est toujours basse. Vous avez une atmosphère très politique avec camps et partisans très définis. Hein? Les gars du DAF, les gars du DRH, ça c'est ses gars. Ça c'est ses gars à lui. Ça c'est les gars du TG. Ça, vous comprenez? Et je ne vous apprends rien, ça existe. C'est vrai qu'il n'y a pas un nom pour ça, mais on sait au moins, tous ceux qui sont entre nous savent que la dame là, c'est la particulière, c'est celle-là qui est toujours avec le chef, et ainsi de suite. Ou encore, ce monsieur là, le DG quand il arrive, il appelle toujours un tel, c'est son gars. Mais c'est pas bon d'avoir des clans comme ça dans l'entreprise. Vous n'êtes pas là pour vous battre. Si vous êtes pour un objectif commun, c'est pour le résultat, pas pour créer des clans et puis qu'un clan soit supérieur à l'autre clan. Gaspillage de temps est passé à défendre des positions et décisions. Bureaucratie et micromanagement pénible. Commérage intensif. Yeah. Les dames ont fait... Commérage intensif. OK? Objectif dissimulé. Objectif dissimulé. Cher chef d'entreprise, vous qui êtes là, vous savez, souvent c'est bien que les gens sachent où vous allez. C'est-à-dire que lorsque vous fixez, on dit souvent ceci, lorsque vous avez quelque chose à gagner, essayez d'impliquer les autres aussi dans le gain. C'est-à-dire que je peux dire par exemple, parce qu'un collaborateur, qu'est-ce qui se passe? Un collaborateur, d'abord, suivez-moi très bien. Pourquoi on vous traite plus de collaborateurs que d'employés? Qui peut répondre à ça? Pourquoi il est mieux que je vous appelle collaborateur qu'employé? Parce que vous êtes aussi employé, non? Allez-y. Ça implique nos équipes. Vos équipes, d'accord. Qui peut dire mieux? Lorsqu'on parle de collaborateurs, on sent qu'il y a une conjugaison des efforts. Exactement. Par contre, lorsqu'on parle d'employés, c'est un peu rabaissant. C'est un peu péjoratif. Ah, très bien, ok. Qui peut dire, vous êtes? Lorsqu'on parle de collaborateurs, ensuite vous avez parlé de la confiance. Oui. On comprend bien qu'il y a une confiance entre. D'accord. Oui, allez-y. Ok. Ça c'est très bien. Voilà, l'interdépendance, exactement. Valorisation. Exactement. Maintenant, tout ce que vous avez dit est correct.
Mais je vais vous dire que, en réalité, il ne s'agit même pas de vous valoriser. C'est seulement une valeur que vous avez légitime. L'entreprise, c'est quoi en fait? Si on peut imaginer une entreprise. L'entreprise, c'est simplement, au départ, il y a quelqu'un qui a une idée, n'est-ce pas? Parce que ça part toujours de quelqu'un qui a une idée de monter quelque chose. Et l'idée, c'est une contribution, c'est de la valeur. Et il va mettre en place, il aura des capitaux, il va prendre de l'argent, ainsi de suite, il va créer des conditions. Et ça représente une certaine valeur également. Donc si on peut représenter ça, si on a un cercle, comme ça, parce que je n'ai pas un tableau ici, j'avais peut-être dessiné, on a un cercle comme ça, et on fait un morceau de fromage. Le morceau de fromage gros représente la part que le DG, donc son idée et les capitaux qu'il a portés, ça peut faire 80%. OK? Vous, pour que lui puisse fonctionner, il a besoin d'un comptable parce qu'il ne peut avoir toutes les compétences. Même s'il en avait tout, il ne peut pas être comptable, marketing, tout ça. Donc, il va se dire, OK, j'ai un problème. J'ai besoin d'un comptable pour ma boîte, n'est-ce pas? Il vous appelle pour que vous bâtissiez, vous travaillez ensemble. En réalité, vous n'êtes même pas... En réalité, lui, il ne vous paye pas. Qui paye les employés de l'entreprise? Qui a répondu client? C'est faux. Qui? Qui paye les employés de l'entreprise? Qui peut répondre? C'est qui? C'est le collaborateur qui paye les... Enfin, vous travaillez ici, non? Qui vous paye? Vos services. Vous faites payer vous-même. L'argent vient... Non, du fait qu'on fournit notre travail, Ok. c'est ce qui ramène de l'argent pour qu'on nous paye. D'accord. Donc sans notre travail, on ne pourra pas nous payer. Ok, mais l'argent provient d'où? Mais elle a dit la vérité, c'est le client. J'ai dit c'est faux comme ça pour pousser les gens à réfléchir à autre chose. C'est le client. Ok? C'est-à-dire, vous et monsieur le DG, vous travaillez pour un patron qu'on appelle customer, client. Mais je ne connais pas un DG qui a déjà payé quelqu'un. Ça n'existe pas. Si un directeur commence à payer les gens que l'argent de sa poche, c'est qu'il commence à chuter. Vrai ou faux? Mais oui, si ça commence à prendre l'argent de sa poche, c'est qu'il commence à mourir. On monte l'entreprise pour le patron qui est le client. Mais vous devez connaître la valeur du client, ma soeur. Vous existez grâce au client. Vous savez, c'est étonnant parfois de voir le comportement de certaines personnes en entreprise à l'égard du client. Il prend le client de haut. Le gars arrive là, lui, il est la boss. C'est le DG. Mon frère, là, le costume que tu portes, quand le client la paye même un produit de 40 000 francs, il y a le costume à l'intérieur. Ton billet d'avion dedans. Quand tu te gonfles de dire je fais États-Unis, France tout le temps, mais c'est lui qui paye ton billet d'avion. Mais il n'y a pas d'entreprise sans client, mes chers. D'où on devait trembler devant ce monarque, le client. On dit souvent que le client est roi. C'est vrai ou faux? Si le client est roi, le vendeur est qui? Bon, allez, ça fait barbare. Hein? Monsieur, vous qui êtes là, vous êtes des chefs d'entreprise, des cadres. Vous êtes qui par rapport au client? Nous sommes les serviteurs du client. Nous sommes assis là parce qu'on doit demain servir le patron là qu'on appelle le client. Vous n'êtes pas le serviteur du DG. Personne, le DG n'a jamais payé quelqu'un. Est-ce que même certains chefs peuvent comprendre ça? Vous ne payez pas les gens. On a créé un truc, toi tu as apporté l'idée et un peu de capitaux. Si tu gagnes plus que nous, exactement parce que ton apport est supérieur. Ça ne te donne pas une valeur extraordinaire par rapport à ton comptable ou à ton DRH. Et ça, c'est bien de le dire comme ça, mais ça demande des séances en entreprise pour que les gens prennent conscience de cet état de choses. C'est des choses que vous connaissez certainement, mais vous le rappelez, ça vous positionne. Hein, de savoir que je suis directeur. C'était avec, je crois, si je me rappelle bien, je ne sais pas si le directeur d'EcoBank ou de quelle boîte là, où on a fait un master, enfin c'était un événementiel en entreprise, et j'ai posé cette question, je ne sais plus trop quelle entreprise. Maintenant, le DG balance un exemple. Il dit, par exemple, vous savez, tu es directeur, ton responsable, responsable clientèle, c'est ça? Voilà. Dans son bureau, il y a un client. Mais toi, le DG, tu viens dans son bureau, monsieur, j'ai besoin de vous. Ce qui n'est pas mauvais, non? Mais il y a un client à côté, hein. Tu ne l'as même pas salué. Toi, le DG. Monsieur, j'ai besoin de vous dans mon bureau. Tu es parti. Ça peut paraître anodin.
Mais imaginez l'inverse. Tu arrives, tu demandes au client, est-ce que je peux l'emprunter pour 2 minutes, s'il vous plaît? Mon frère, le client n'a pas été fidèle de ta boîte. Ah bon? Et c'est que tu es DG, mais tu demandes sa permission pour prendre son... Et tu le valorises. Il comprend qui il est. Mais fidélisation, pour ça que c'est quoi? C'est souvent les techniques, aller raconter la télé, fidélisation de clientèle. Mais c'est des petites choses comme ça. Je suis là, je suis dans votre banque client, mais le DG descend pour me demander la permission pour prendre son collaborateur. Mais c'est pas possible. Je lui dirais naturellement, oh mais chef, prenez-le même pour 1 heure. Mais vous venez, si je peux voir dans mon bureau, terminé, vous ne savez même pas le gars, le patriarche qui est là, le patron, le roi qui est là assis, qui dépose son argent. Et parfois, tu peux lui dire, oh non, moi je vais m'occuper des gens qui déposent, qui payent pour 1 000 francs tous les jours. J'avais fait cette remarque-là au responsable d'un restaurant qui me dit qu'il y a des clients qui payent 1 000 francs. Vous savez, vous avez un restaurant, le gars vient, il achète le café tous les jours, avec un sandwich. Ça fait combien? Si vous allez à le café, sandwich, ça fait combien? Une tasse de café, 1 000 francs, sandwich 500. Ça me fait 1 500. Et débarque un jour le ministre qui arrive dans votre restaurant. Le ministre vient, il achète pour 60 000. Là, il est venu avec son équipe, ça a mangé, claqué 60 000. Le ministre vient au restaurant tous les jours. Le ministre peut venir une fois l'année. Mais toi, tu vas narguer le gars qui dépense 1 500 tous les jours. Ça fait quel chiffre d'affaires l'année? 1 500 si on multiplie par an. Vous savez quelle est sa valeur annuelle? Ça fait combien? Là, on calcule là-bas. Ça fait combien? 500 000. C'est ça sa valeur dans ta boîte. Pour le gars qui est venu, c'est vrai qu'il a fait une dépense à l'instant T de 100 000, mais toi, tu négliges le gars qui dépense 1 000 francs tous les jours. Et souvent, vous êtes comme ça, vous, ceux qui sont à la vitrine, là. Tu vois un client qui vient tous les jours acheter pour 1 000 francs. Ah, il paye 1 000 francs. Hein. Il veut dégrocher les gens pour 1 000 francs, 1 000 francs. Mais tu ne connais pas sa valeur vie. Et ça, je vous assure, sur ce regard qu'on doit avoir sur le client, il est important de travailler avec des formateurs pour rappeler ça à vos commerciaux. Non seulement les commerciaux, tous ceux qui sont à la vitrine. Non seulement, même ceux qui sont à la vitrine, au front office, même les chefs, ils doivent comprendre la valeur client. On doit redonner la valeur au client. Et comprendre que ce n'est pas seulement des mots pour dire c'est le client qui paye le salaire. Ce n'est pas qu'il paye le salaire comme un discours, c'est réellement lui qui paye le salaire. Parce que sans lui, vous n'avez rien. Est-ce que je me fais comprendre? Ok. Objectif dissimulé actionnaire, bon là c'est 40%. On va aller, on chute vers la fin déjà. Concentration sur le travail, collaboration. Voilà. Là maintenant les dividendes. Quand la confiance existe en entreprise, qu'est-ce que nous avons, madame? Motivation est un actif tangible. Et là, concentration sur collaboration et exécution. Relation de partenaire positif avec employés et partenaires. Relation de partenariat plutôt. Créativité et innovation forte. Moi, j'aime ce mot créativité. Moi, j'aime ce mot-là. Je dis toujours, je trouve que le cerveau, d'abord, vous savez que le cerveau, parmi tous les organes du corps humain, s'il y a un organe qui est utilisé on va dire, quasiment pas, c'est le cerveau. Vous savez pas ça? Un jour, il était d'abord quelqu'un qui n'avait pas d'emploi. Et il avait un rêve de travailler pour une grande entreprise d'assurance. Et son rêve devait se réaliser à tout prix. Il était tellement convaincu qu'il doit devenir un commercial de cette compagnie d'assurance. Alors, quand il est parti pour postuler pour le poste, on lui dit, on ne recrute plus parce qu'on est déjà fou, hein, on a trop de commerciaux, on ne prend plus. Il était là, il s'est dit, bon, comme on ne me prend pas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer parfois mon temps traîner autour de cette entreprise. Peut-être connaître un peu comment ça se passe. Et c'est ce qu'il faisait tout le temps. Un jour, le DG de l'entreprise était devant un dilemme. Le problème, c'était quoi? C'est qu'il y avait un client que lui se disait, ce client-là, on doit l'avoir. Donc, c'était un chef d'entreprise qui avait une flotte. Donc, vous savez, non, le terme flotte, une cam, des véhicules, tout ça. Donc, imaginez, ce gars-là va payer des polices d'assurance pour tout ce qu'il fait. Ça représente beaucoup d'argent. Et lui, il avait envie d'avoir ce client-là. Et il tient une réunion
avec toute son équipe, il dit, les gars, celui qui va me ramener ce client-là, voici les récompenses. Ça. La réponse des messieurs, puisque le gars, le client en question avait une mauvaise réputation. Il avait une réputation d'être un monsieur bizarre qui reçoit personne, qui est introverti, compliqué. Et les gars ont dit, mais le DG est compliqué, il nous donne toujours des objectifs qui sont inatteignables. Ça, personne ne peut le faire. Maintenant, lui, pendant que à la fin de la réunion, je sais quand les gens sortent, ça transpire toujours, dans la causerie, dans un coin là, mais tu sais, le DG, et lui, il écoute. Ah, donc le DG a demandé qu'on puisse ramener tel client. Ok, il n'y a pas de problème. Un jour, comme le DG là avait aussi, il était très simple, c'était quelqu'un qu'on pouvait aborder. Après la fin de la journée, pendant que le DG sortait, le gars, il se présente. Il dit non, mais moi je suis un tel, voilà, mais je crois que je peux vous apporter une solution. Le monsieur dit quelle solution? Mais vous avez besoin de tel client. Moi je peux vous l'apporter. C'est quand il y a une promotion pareille, le DG est intéressé. Il dit, moi viens, on va en parler. Il dit quoi? Vous êtes commercial ici? Non, je ne suis pas commercial. J'avais demandé qu'on puisse, enfin, j'ai déposé mon dossier, mais ils ont dit que c'était full, tout ça, ça n'a pas marché. Je dis d'accord, mais moi je ne vous recrute pas. Parce que si on vous a dit ça, c'est la vérité. Mais je vous donne quand même la chance d'aller prospecter pour le client. Je vous donne les éléments, allez-y. Tout le monde s'accordait à dire que le client là était inatteignable. Et qu'est-ce qu'il va faire? On lui a donné quelques supports, hein, vous savez, les supports, le contrat, tout ça. Et lui, avant d'aller prospecter le client, il met en place une stratégie. Il va d'abord vers les gardiens de l'entreprise de ce monsieur-là. Il se renseigne. Qu'est-ce que le monsieur aime? Qu'est-ce qu'il fait? On lui dit, non, ce qu'on t'a raconté là-bas, que l'autre chef était compliqué, c'est la vérité. Il est compliqué. C'est un monsieur, même nous, on ne le comprend pas. Mais il n'y a pas quelque chose. Oui, en fait, il a au moins une qualité. C'est quoi sa qualité? Il est beaucoup famille. Lui, la famille, c'est la priorité. Lui, la famille d'abord, le reste après. Il a dit, bingo, j'ai trouvé son talon d'Achille. Un jour, il se déguise un peu en une personne un peu misérable, tout ça là, avec qui a les difficultés, et se présente auprès de sa secrétaire. Il dit, un petit mensonge quand même, hein, tu sais, quand on va prospecter, on ne dit pas toujours la vérité. Il faut toujours trouver un truc pour passer entre les trucs. Et il dit non, moi je suis un membre de la famille. La dame qui dit, ah, si vous êtes membre de la famille, je ne vous pose pas trop de questions. Parce que lui, on a l'instruction. Quand c'est un membre de la famille, la porte est ouverte. Attendez, je vous annonce. Il annonce. Et comme aussi, vous savez, quand on est directeur, avec toutes les responsabilités qui nous incombent, il n'est pas toujours facile de se rappeler les gens. Hein, il y a trop de monde qui viennent, on ne se rappelle plus des gens. Et on évite parfois de poser aussi des questions t'es qui, de peur de frustrer la personne qui est en face de soi. Donc, tu vois. Et le monsieur rentre, il s'assoit, le DG dit, oui, monsieur. Oui, je suis un membre de la famille, voilà. Ah, ok, d'accord. Oh, mais comment la famille? Ça va? Il joue le jeu, hein? Il ne cherche pas à savoir qui il est, tout ça. Après, il demande, mais c'est quoi ton problème? Il dit, non, mais moi, je ne suis pas venu vous voir pour de l'argent. Je suis venu vous voir pour obtenir de vous des conseils. Quel genre de conseils? Ah non, mais dans la famille, vous êtes celui qui est parvenu, voilà, vous avez réussi, tout ça. Et je crois que vous avez des conseils, des pépitres. Vous avez des bons conseils à me prodiguer. Ah, le DG dit, waouh! Ça fait 20 ans que je suis directeur. Personne n'est venu me demander conseil sur comment réussir. Tous ceux qui viennent, ils me demandent de l'argent. Mais toi, tu veux me demander conseil. Vous savez, la qualité des gens qui ont réussi, ils aiment bien raconter leurs exploits. Contrairement à ceux qui pensent, les gens pensent qu'eux, ils n'aiment pas raconter parce qu'ils ne vont pas vers eux. Celui qui a besoin de l'eau va vers le robinet, hein, ce n'est pas l'inverse. Toi, tu restes là, tu dis, il est gonflé. Non, va vers le gars. Et donc, le gars commence à lui dire, il a pris un bon plaisir à lui raconter sa vie. Ah, tu sais, c'était pas facile, hein. J'ai commencé au bas de l'échelle, j'ai vendu ceci, j'ai fait ça, j'ai souffert. Vous savez, quand quelqu'un parle et que toi, tu joues le rôle d'un auditeur intéressé, qu'est-ce qu'il fait? Comme vous, là, vous m'écoutez tellement que je raconte. Hein. Vous comprenez? Et lui aussi s'est mis à raconter. Et à la fin, il dit, waouh, mais c'est bien. Et après, il dit au gars, bon, ok, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie en réalité? Oh non, mais je suis un agent commercial, je vends des produits d'assurance. D'accord, je vais t'encourager. Pour t'encourager, je vais être ton premier client. Il prend, il signe, il dit voilà, je suis ton premier client. Et après, le gars, quand il commence à sortir, il dit mais avant de partir, un conseil quand même, d'un sage, d'un vieux comme moi. Prochainement, avant de faire quoi que ce soit, il faut avoir une stratégie. Lui, il répète dans son cœur, mais c'était ça ma stratégie. Mais oui, mais c'est le résultat. Bon, maintenant, quand il va repartir en entreprise, quand il va voir son chef, il n'a pas eu le client. On s'en fout de la méthode. Le but, c'est résultat.
Toi, tu es là tu es là toujours. Oh non. Vous savez, les gens qui pensent qu'il est intelligent parce qu'il raconte des difficultés. Je vais vous démontrer comment ça ne marche pas. On ne t'a pas embauché pour prouver que ça ne marche pas. On t'embauche pour prouver que ça va marcher. Je vous demande que la stratégie, là, selon les réalités économiques. Ici, c'est les gens qui ont des gros français, un gros français comme ça pour t'expliquer que ça ne marche pas. Ok. Ok, nous allons chuter. Alors, qui connaît la différence entre ces deux phrases? Travailler pour vous et travailler avec vous. Vous connaissez la différence entre travailler pour vous? Qui a des gens qui travaillent pour lui? Qui a des gens qui travaillent avec lui? C'est toute la différence. Quand quelqu'un travaille pour vous, vous comprenez? C'est-à-dire, à la limite, c'est votre employé. Quand quelqu'un travaille avec vous, c'est votre collaborateur. Vous savez, les gens, ce n'est pas ce qu'ils font qui les embête. Ce sont les termes, c'est comment qu'on les traite qui les embête. Vous savez, moi, j'ai une dame de ménage. Quand des gens viennent chez moi, je dis toujours que c'est la sœur à ma femme. OK? Et ça la valeur. Imagine, je dis c'est la nounou. Comme les gens viennent, c'est ma nounou. Nounou, tu vois, nounou. Qui a inventé même le mot nounou? Oh, la nounou. Une femme comme ça, bien dans sa vie, nounou. C'est pas bon. Imagine-toi, on t'appelle nounou. Quelqu'un. OK? À l'époque, on disait domestique. Vous savez que c'est un terme péjoratif, ça ne se dit plus. Si on disait technicien de surface, ça valorise un peu là, technicien de surface. N'est-ce pas? Ou encore majordome. Mais je vais vous faire un peu mal. Vous savez que le terme employé était un euphémisme du mot esclave. Qui a déjà lu la Bible? Trouvez-moi dans l'Ancien Testament le mot employé. Abraham avait des esclaves, un tel avait des esclaves. C'était un mot qui renvoyait tellement à la barbarie, on a substitué ça, on a mis employé. Parce que si on dit que tu es employé de quelqu'un, c'est plus valorisant que d'être esclave. Mais après, le monde évolue, on se rend compte employé devient encore aussi dégradant. On passe à collaborateur. OK? Je peux faire le même travail pour toi, mais qualifie-moi, donne-moi, trouve un terme qui me valorise. Je le ferai encore mieux. Il y a une petite histoire que Obama raconte dans son livre. Il dit, il y avait, vous savez, la Maison Blanche, je ne sais pas, je n'ai jamais été aux États-Unis, mais on voit à la télé, hein, il y a la pelouse là, il y a l'espace vert, il y a le gazon, tout ça. C'est sûr qu'il y a des gens qui entretiennent ça. Et donc, il y a un vieux papa là, un vieux, qui a travaillé sous plusieurs présidents américains. Il a toujours été en train de tondre le gazon, des trucs comme ça. Et un jour, Obama raconte, il était en train de faire du golf et le vieux papa là était en train de tondre la pelouse. Et Obama avait, je crois qu'il dit qu'il avait, il avait appris une technique de Lincoln, d'Abraham Lincoln, qui consistait à retenir des noms. Donc lui, il s'était renseigné sur le nom de tous les gars qui sont à la Maison Blanche. Parce que la Maison Blanche, c'est comme une entreprise, hein. Il y a tellement il y a trop de gens qui travaillent. Et maintenant, quand le gars est en train de tondre la pelouse, Obama est en train de jouer au golf, après il appelle ce monsieur-là par son prénom. Il dit, un tel. Le papa là a failli trembler, il a failli pleurer parce que ça fait longtemps qu'il travaille là. Aucun président ne l'a appelé par son prénom. Et le gars là, le monsieur dit à Obama un jour que ce jour-là, quand vous m'avez appelé par mon nom, j'étais capable de travailler pour vous même pour rien parce que vous m'avez appelé par mon nom. Il n'est pas bien, quand vous êtes manager, évitez d'oublier le nom des gens. Et même un calepin, aide-mémoire, quand vous voyez la personne, jetez même un coup d'œil. Ou moi, qu'est-ce que je fais parfois? J'appelle une personne qui connaît l'autre. C'est-à-dire, avant que je cause avec, je me demande qui le connaît, j'appelle pour avoir son prénom. Parce que appeler quelqu'un par son prénom le met en valeur. Imaginez, nous sortons tous ici, là. Le président, ça se passe. On vous appelle comment? Pendant qu'on entend le traîner pour faire la photo de famille, là, ça s'arrête. Irian, non? Yener. Et dit, Yener, comment vas-tu? Mon frère, on va te demander l'argent. on va dire, mais Yener, tu nous embrouilles, tu es avec nous, tu connais ça sous. Et tu es là, tu dis que tu galères. Donne l'argent.
Ok. Organiser les activités en dehors du travail. Qui a déjà travaillé dans une entreprise qui organise des team building, activités team building? Vous connaissez les team building? Vous connaissez? Qui connaît les activités team building? À part ceux qui... Et vous faites ça aussi en entreprise? Ou vous connaissez mais vous ne le faites pas? Vous le faites, non? D'accord, ok. Rendre à César ce qu'est à César. Monsieur, vous pouvez lire, s'il vous plaît? Rendre à César ce qui lui appartient, c'est reconnaître les mérites de l'autre, son apport dans le résultat obtenu. Les autres. Maintenant, quand vous êtes devant un miroir, vous voyez quoi? Votre image. Il n'y a que vous voyez. Vous savez, la fenêtre est beaucoup utilisée par des gens que la fenêtre et que le miroir. Le Japon antique avait deux symboles qu'il chérissait. Il y avait le joyau, il y avait le sabre et le miroir. Lors d'une conquête, un général américain va poser la question à un sage japonais, parmi ces trois symboles, quels sont les symboles que vous pouvez perdre et quel est le symbole que vous pouvez garder à tout prix? Il était surpris d'entendre la réponse du japonais. Le japonais dit, le joyau c'est notre puissance économique, ça représente notre puissance économique. Le sabre représente notre puissance militaire, donc la force. Le miroir représente notre capacité à nous remettre en question, l'introspection. Volez-nous le sabre, prenez le joyau. Le miroir, on ne le lâche jamais. Ça ressemble à un chef qui comprend que l'équipe est à l'image du patron. Quand ça ne marche pas, il se remet en question, lui. Il est le premier responsable, d'abord. Ah oui. Il ne passe pas son temps. Oui, c'est tellement... Il reste d'abord tranquille. C'est comme une femme, un couple, monsieur et madame. Vous êtes en train de vous plaindre de votre partenaire, ou monsieur se plaint. Vous dites, j'ai commis une erreur, pourquoi j'ai épousé ce monsieur? Et voilà, voilà. Et ce qui est vrai, les problèmes que vous citez sont véridiques. Le monsieur vous tape, le monsieur fait ceci, tout porte à croire que le monsieur a tort. Et vous allez jusqu'à divorcer, ok? Et vous restez sur ça. Les gens vont commencer à avoir de l'empathie pour vous dire, ah, mais c'est vrai, ma soeur a souffert, hein? Les balango penza, elle a souffert. Tout le monde comprend un peu l'ingala, non? Voilà. Et voilà. Et lui, il est là, et se dit, ah ouais, voilà, je suis la victime, machin. Il n'y a pas de problème. Le problème, c'est quoi? C'est que tu n'as pas évolué dans ce problème-là. Parce que tu n'as pas trouvé ton degré de responsabilité dans la situation. Tu as toujours une part de responsabilité. Et tu me diras, quelle est ma part de responsabilité? Mais avant de valider le dossier, monsieur là, tu avais le droit d'examiner bien la chose. Ça veut dire pour toi, tu peux repartir à la genèse. Si tu veux que les choses redeviennent comme avant, essaie de te rappeler comment tu faisais les choses au départ. Les mêmes causes produisent simplement. Donc, si tu n'as pas réévalué la manière que tu avais rencontré le monsieur et la manière que tu l'avais accepté, parce que tout ce que tu as vécu là n'est que la conséquence de l'embauche que tu as donnée, c'est-à-dire du recrutement. Tu as recruté le faux gars. Alors, essaie de voir comment ce que tu avais accepté pour que demain, tu n'acceptes pas un autre monsieur de la même manière. Sinon, tu restes seulement sur « il me tapait » et demain, tu vas tomber sur le même type de monsieur et tu as que les mêmes fréquentations, tu vas te dire que tu es maudit à la fin. Et vous connaissez des gens comme ça, non? Qui vivent que les mêmes relations. C'est-à-dire qu'ils passent d'une relation bizarre, la prochaine relation, la même relation bizarre, où tu recrutes que les faux collaborateurs, les faux, les faux. Le problème, c'est d'abord toi. Alors, le mot merci, c'est déjà quelque chose, on vient de dire, et ayez l'habitude de remercier les gens pour le travail qu'ils font, n'est-ce pas? Mais le mot merci est un acronyme. Dans le M, ça veut dire merci. Et le E veut dire quoi? R? I? On a sauté le C. Ah, merci. Le C, en fait, c'est la compétence. Alors, mais je vais insister plus sur l'importance. Parce qu'encourager, vous savez, ok? On a déjà parlé de la reconnaissance, l'importance. Qui peut rester dans une relation dans laquelle il ne se sent pas important? Quand je ne me sens pas important, je quitte. Vous devez prouver aux gens qu'ils sont importants pour vous. Les collaborateurs ne sont, les collaborateurs ne sont pas tributaires du dirigeant. C'est plutôt le dirigeant qui est tributaire des collaborateurs.
Est-ce que vous savez ça? Il y a des gens qui pensent que ce sont ses employés qui dépendent de lui. Comme on dit, c'est lui qui... Je comprends un peu. Non, c'est plutôt eux qui font que toi, tu puisses être. Mais c'est tellement vrai. Nous, un chef peut se permettre d'aller en vacances aux Seychelles. Mais lesquels qui mouillent le maillot derrière? Pour que toi, tu puisses dormir correctement aux Seychelles en te tapant des vacances de luxe. Ça veut dire que tu dépends de ces gens-là. Et les gens, la belle illustration de l'importance a été donnée par Warren Buffett. Vous connaissez Warren Buffett? Vous connaissez, non? Monsieur Warren Buffett. Ok. Vous savez qu'aux États-Unis, tout est célébré. Les musiciens, les meilleurs musiciens, il y a des événements pour célébrer les meilleurs musiciens. Les meilleurs sportifs, il y a des événements pour célébrer les meilleurs sportifs. Même les investisseurs. On dit le meilleur investisseur de l'année, des trucs comme ça. Vous savez ça. Et lors d'un événement où on devait décorer le meilleur investisseur, les meilleurs investisseurs des États-Unis, Warren Buffett était cité parmi ces gens-là. Et donc, ils ont dressé la plateforme et on invitait chacun de venir, on donne un trophée symbolique, quoi. Et après, tu dis un mot. Et chaque dirigeant qui venait, quand il prenait la parole, il le mettait tout sur lui. Ah oui, comme eux, les Américains, ils sont beaucoup chrétiens, c'est toujours, ils remercient Dieu d'abord. Je remercie Dieu. J'ai beaucoup travaillé, c'était vraiment un travail dur, vraiment pour en arriver là, c'est des sacrifices. Voilà, ils partent. Tous avaient le même discours. Et arrive le tour de Warren Buffett. Quand il monte, il vient, il prend le micro. On lui dit, mais monsieur, vous avez quand même fait quelque chose de bien, vous avez réalisé un chiffre d'affaires extraordinaire. Dites-nous quelque chose. Il prend le micro. Il dit, en réalité, c'est pas moi qui dois parler. Attendez, je vais vous montrer ceux qui ont fait, qui méritent ce trophée-là. C'est pas moi. Il appelle tous ses collaborateurs qui étaient là. Mais les gars étaient motivés. Vous savez, les gens là, ils sont jamais sous les projecteurs. On ne les connaît pas. Donc, il dit, les gars, montez. Et voilà, ils sont là, ils montent. Ils étaient tout contents d'être devant les caméras. Vous savez, c'est la première fois qu'ils sont là. Et il dit, il donne le micro au chef de l'équipe, quoi. Dit un mot. Après, il prend le trophée et dit, voilà, je vous présente ceux qui méritent le trophée. Il s'efface. Mon cher, cet acte-là, Warren Buffett le dit, l'avoir fait, les années plus tard, il a remarqué une motivation dans son entreprise incroyable. Reconnaissance. Papa, on sait déjà, quand on voit l'entreprise, on sait que c'est toi le fondateur, c'est toi, comme on dit, maman, hein, père fondateur, comment? Président fondateur. Tu es le président fondateur, on connaît. Tout le monde dans la presse est cité. Mais donne au moins la lumière sur les autres, qui profitent au moins d'un instant de gloire. Ou même dans une réunion comme ça, lorsque vous parlez des réalisations, essayez de faire un truc où eux, ils se sentent ils sont reconnus dans quelque chose, ils sont importants. Créer un truc où ils se sentent valorisés, je ne sais pas. Je ne sais pas comment vous allez faire ça, mais il y a des techniques. Ça, c'est quelque chose, le salaire est la valeur que vous apportez à l'entreprise par votre travail et un merci est la matérialisation de vos actions quotidiennes. Bon, ça, j'ai déjà parlé de ça. Vocabulaire dynamisant. Je vous ai parlé de ça, c'est un peu comme on parle de collaborateurs, ok? Trouver des vocabulaires qui peuvent motiver quelqu'un. Donc là, par exemple, vous avez collaboration, merci, ensemble, équipe, nous. Promesse non tenue, on en a parlé déjà. Voilà. Là, on va... connaissez, qui connaît la règle d'or? C'est quoi la règle d'or? Ah, exact. Exactement, c'est ça la règle d'or. Il y a une découverte qui a été faite. On a remarqué que ce passage-là, qui est un passage biblique, c'est pratiquement repris dans pratiquement toutes les religions du monde. Et là, c'est le christianisme, ok? Agis avec les autres comme tu veux qu'ils agissent avec toi. Le judaïsme, ce que tu détestes, ne le fais pas, ne le fais à personne. L'islam, aucun de vous n'est croyant à moins qu'il n'aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Ça, c'est une sourate, je n'ai pas donné. Voilà. Hindouisme, ne fais rien à ton voisin que tu ne voudrais qu'il te fasse. C'est pratiquement la même chose. Le bouddhisme, ne blesse pas les autres avec ce qui te fait souffrir toi-même. Sikhisme, ça c'est l'Inde. Traite les autres comme tu voudrais toi-même que l'on te traite. Confucianisme, vous connaissez la religion, hein?
Voilà. Ce que tu ne veux pas que l'on te fasse, ne le fais pas. Aristote, nous devrions nous comporter avec nos amis comme nous souhaitons que nos amis se comportent avec nous. Platon, puis-je en user avec les autres comme je souhaiterais qu'ils en usent avec moi? J'ai souvent pris ça, il y en a tellement. En fait, ce sont des études qu'on a faites. On a remarqué que c'est une règle qui est reprise dans pratiquement toutes les religions. D'où le mot la règle d'or. Monsieur, si vous étiez, est-ce que parfois vous regardez vos collaborateurs avec un regard qui consiste à vous mettre à la place de ces collaborateurs-là? De vous dire, par exemple, si j'étais, la manière que je les traite, j'aimerais que si j'étais aussi collaborateur, on m'aurait traité de la même manière. C'est des questions qu'il faut se poser. Vous savez, on a dit tout à l'heure qu'on passe plus de temps en entreprise qu'en famille. Mais ça veut dire quoi? On tisse au-delà de l'intérêt financier, il y a aussi l'affection, il y a beaucoup de choses qui se créent. C'est plus important même que l'argent. Mais à ce moment-là, si je suis un chef, est-ce que je dois seulement utiliser ceux qui travaillent pour moi comme étant des vaches à lait? Vous connaissez la parabole de la poule aux œufs d'or? Vous connaissez ça? Qui a déjà entendu parler de la poule aux œufs d'or? Oh, vous n'avez pas entendu parler. C'est le monsieur qui avait un poulailler et un jour il se rend compte que parmi ses poules, il y avait une poule qui pondait des œufs en or un matin. Et content de sa découverte, qu'est-ce qu'il fait? Il emmène l'œuf chez le bijoutier ou l'argentier, on lui dit que c'est de l'or massif, ça vaut de l'argent. Et il est devenu riche. Et chaque fois que la poule pondait, lui il prend les œufs, il va vendre pour gagner de l'argent. Mais il ne traitait pas bien la poule. Il ne prend pas soin de la poule, mais lui se préoccupe que des œufs. Et il commençait à imposer à la poule un rythme effréné. Tu dois pondre, tu dois pondre, tu dois pondre. Mais il a un cycle de production. À un moment donné, la poule est morte. C'est comme certaines personnes qui voient les gens comme cette poule-là. Tu es un bon gars, tu produis des chiffres. Ouais, travaille. Ouais, je prends ton lait, je prends les œufs. Et je m'en fous de qui tu es. Je prends. Un jour, tu es cramé. Allez, va rester à la maison. Non, il ne faut pas arriver là. Quand on est dirigeant, on doit aussi… Je me demande, est-ce qu'un dirigeant peut s'asseoir un jour, comme disait Robert Kiyosaki, tu es là, tu es assis, tu as des rêves, c'est vrai, parce que ce sont les rêves qui nous font avancer. Mais imagine que tu rêves, au lieu que tu rêves toi, mais tu es en train de rêver ton collaborateur dans un mode de vie que tu aimerais l'offrir. Tu es là, tu te dis, j'aimerais que mon équipe ait ce standing de vie. J'aimerais qu'ils vivent comme ceci. J'aimerais qu'ils aient ça à travers le travail qu'ils font. Tu ne te projettes pas toi, mais tu imagines les autres. En réalité, quand tu fais du bien aux autres, c'est à toi que tu fais du bien. Parce que si moi, je peux rêver que mon collaborateur roule dans une belle voiture, mais tu sais que moi, je dois avoir un avion. Forcément. Hein? Vous comprenez? En fait, leur faire du bien, c'est me faire du bien à moi. Mais penser qu'à mon bien à moi, c'est me faire du mal, en fait. Alors, l'expectative. Monsieur, vous pouvez, s'il vous plaît, lisez. La plupart des dirigeants veulent le succès de Écoutez, hein. de leur équipe. Cependant, ils s'attendent à ce qu'elle échoue. Vous comprenez ça? Merci. Regardez. Vous serez étonné de cette réalité-là. La plupart des gens veulent que leurs équipes réussissent, mais cependant, ils s'attendent à ce qu'elles échouent. Il y a une différence entre l'expectative et ce que tu désires. Je peux vouloir la paix, mais je m'attends à ce que le pays soit en guerre. Vous comprenez la différence? Est-ce que vous comprenez? Qui ne veut pas la paix? Qui ne veut pas la paix? Mais il peut y avoir des choses qui nous poussent à nous attendre à ce qu'il y ait la guerre. C'est-à-dire qu'on s'attend à quelque chose. Or, les choses qui se produisent ne sont pas toujours ce que nous voulons, mais c'est ce sur quoi nous attendons. Nos attentes. J'ai une équipe de commerciaux, mais je répète toujours que c'est des faux gars, ils ne vont jamais réussir. Mais dans mon cœur, je veux gagner de l'argent. Là, vous avez compris? Attends, est-ce qu'un chef d'entreprise peut vouloir et perdre de l'argent? Il a toujours besoin de gagner de l'argent, n'est-ce pas? Mais il est bizarre quand même de constater que pendant qu'il espère gagner, ou pas seulement chef d'entreprise, même dans notre vie, hein,
Parfois, on veut le bonheur, mais on s'attend au malheur. L'attente est toujours en relation avec vos pensées dominantes. Tu es en train, je ne connais pas quelqu'un, si on pose la question à une personne, veux-tu être comment dans ta vie? Qui peut dire je veux être malheureux? Ça n'existe pas. Mais il y a des gens qui s'attendent au malheur. C'est-à-dire, lorsqu'il s'imagine dans son esprit, il se voit par rapport à celui qu'il a aujourd'hui, il fait une projection, une imagination déductive, il s'imagine pauvre demain. Ou il imagine que son entreprise va péricliter par rapport à la situation actuelle. Il veut réussir, mais il s'attend à l'échec. C'est très important. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre ce que vous déclarez et ce que vous imaginez. Les choses qui se produisent, c'est souvent en accord avec notre imagination, pas avec ce que nous disons. C'est la raison pour laquelle tout le monde veut être riche, mais tout le monde ne sera pas riche. C'est parce que dans la tête des gens, ils ne voient pas la même chose. Ils déclarent tous la même chose, mais ils ne voient pas tous la même chose. Mais c'est authentique, maman. Je vous dis la vérité, vous ne voyez pas la même chose avec entre celui qui travaille pour l'entreprise et le chef. Est-ce qu'ils imaginent la même chose? Non. Mon frère, le chef d'entreprise voit la forêt, mais toi tu vois l'arbre. Est-ce que vous comprenez? Mais vous n'avez pas les mêmes problèmes. Lui, il voit la forêt, donc c'est-à-dire la chose dans toutes ses composantes, mais toi tu vois l'arbre sur lequel tu es assis parce que toi c'est ton poste. Tu t'abrites sous un arbre, mais lui il est le propriétaire de la forêt. Vous ne gérez pas les mêmes problèmes. D'où, parfois même, tes situations, ta tristesse peut être gérée d'une autre manière parce que vous ne voyez pas les choses de la même manière. Regardez. Devenez des likers et non des haters. Vous connaissez le mot like? C'est quoi? Des gens qui aiment, hate, c'est haïr. Il y a des gens, par contre, qui sont beaucoup plus dans la haine des choses que dans l'appréciation des choses. C'est-à-dire, il passe son temps à citer les choses qu'il n'aime pas que des choses qu'il aime, comme ce que je vous ai dit là. Prenez cet exemple-là. Tu consacres trop de temps à ton travail, on dirait que ton boulot compte plus que ta famille. Vous comprenez? Ça, c'est une femme qui dit ça à son monsieur. Cette phrase-là, c'est quoi? C'est la chose qu'elle déteste, non? Tu n'aimes pas que ton mari consacre trop le temps à son travail. Mais en réalité, qu'est-ce que tu veux? Tu aurais plutôt dit, j'ai besoin de passer plus de temps avec toi. Parce que ce que tu veux, c'est passer plus de temps avec la personne. Or, comme toi, tu passes le temps à dire, tu consacres trop de temps à ton travail, le mari va seulement voir cet état de choses que tu lui présentes. Mais si tu lui dis ça comme ça, j'ai besoin de passer plus de temps avec toi, simplement pour des moments de complicité, il voit ces moments-là également. Et on fait le parallèle avec l'entreprise. Tu es chef, tu veux blâmer un collaborateur, tu lui dis seulement ce qu'il ne fait pas de bien. L'employé voit que ça. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Vous comprenez maintenant? Avant de réprimander, soyez clean. C'est-à-dire, avant de blâmer quelqu'un, soyez vous-même irréprochable. Mais alors, je sais que vous ne serez pas irréprochable à 100%, mais vous ne pouvez pas donner à quelqu'un une mission sans pourtant les outils de la mission. Il y a des gens qui me disent aux commerciaux, allez-y, faites le chiffre, mais au départ, vous ne les avez pas outillés pour faire ce chiffre-là. Et donc, soyez un peu indulgents dans vos réclamations, parce qu'ils n'ont pas été assez outillés pour apporter le chiffre. Vous voulez qu'ils produisent 1 million, mais pour produire 1 million, c'est égal à quoi? Des cartes de visite, des prospectus, et ainsi de suite. De visite, il faudrait qu'ils aient 1000 francs dans le téléphone. Toi-même, tu as budgétisé. Personne n'était avec toi. Alors, tu as compris que la stratégie, là, c'est quand on fait ça, on va gagner, on va porter 20 millions. Mais tu ne donnes pas les outils, mais tu t'attends au résultat. C'est la magie. C'est la magie. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Comment toi, tu vas au marché, comme je dis toujours, tu vas acheter le poulet et le coco, mais tu t'attends à ce qu'il y ait poisson salé dans la marmite. Ça ne marche pas. C'est la magie. Sois d'abord clean. Clean veut dire quoi? Je vous ai donné tout ce qu'il faut et je peux juger maintenant vos compétences. Les résultats, vous avez tout. J'ai donné le pain, j'ai donné le maïs. Maintenant, pourquoi il n'y a pas 1 million? Avant d'abord que je vous critique, je vois d'abord moi. Est-ce que j'ai mis en place les conditions pour produire le résultat? Mais il n'y a pas de condition. Mais tu veux le résultat. Ah, on va faire comment? on va faire la magie. Mais oui, en fait, quelque part, déjà, même, c'est pas cohérent. C'est pas normal. Hein, quelque part.
Maintenant, je sais, il peut y avoir des exceptions. Vous ne faites pas ça parce que vous retrouvez, oui. Mais il peut y avoir des exceptions pour problème de budget. Mais c'est là où, quand même, le manager doit être quand même indulgent dans sa manière de vous traiter. Parce qu'il n'y aura pas trop de rigueur, parce qu'il n'y avait pas tous les moyens. Baisse un peu d'un temps pour parler de cette histoire. Ah non, vous ne travaillez pas bien. Mais est-ce qu'on avait l'argent pour se déplacer? Mais vous avez des pieds. Ah. Alors, on a terminé. Je vous remercie. Et je vous ai pris pendant pratiquement 1h30, enfin, pratiquement 2 heures. Et donc, on va terminer par des questions, si vous en avez. Et je ne sais pas, je vais prendre au moins un maximum 5 questions. Et après, vous allez passer à la table devant là-bas pour vous procurer le livre que je vais signer. Et voilà. Donc, j'attends la première question. Le micro là marche, non, je crois bien. Et essayez là. Souvent, celui qui pose la première question là, il doit réfléchir, il va se dire, ah, est-ce que je vais être courageux pour parler en premier? Le micro est là. S'il te plaît, donne le micro à celui qui a posé la question. Bon, je vais vous aider. Ah voilà, ça y est. J'allais poser une question, une question qu'on me pose souvent. Mais déjà, comme il y a une question, c'est bon. Allez-y. Merci, moi c'est Orphée. Ok, Orphée. Ça ne va pas être une question. Ah, mais on a besoin de questions. Allez-y. À côté des questions, Ouais. il faut aussi savoir féliciter. Ah, ok. Tout simplement parce que tout ce que vous venez de dire, nous lisons toujours ça dans les livres des Européens. Ah, merci. Avoir un frère, un Congolais du pays, Mhm. il est toujours important de l'encourager Ah, merci. parce que nous pouvons avoir des compétences sur place, Mhm. puisqu'il y a beaucoup qui payent de leur billet pour aller chercher cette compétence à l'extérieur. Merci. Alors que nous en avons ici. Merci beaucoup. Donc je vous encourage Ok, pour justement ce coaching ok. et ces moments de partage. Je vous remercie. Au finish, en vous encourageant, je veux prendre mon livre parce que Voilà, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire pour m'encourager, achète le livre. Merci. Merci beaucoup. Ok, il y a une question, monsieur? Merci beaucoup. Oui, j'en. Moi, c'est Michel. Ok. Non, ça passe, on vous écoute. Ouais. D'accord. Moi, c'est Michel. Ok. Ben, je voulais avant tout vous féliciter pour cette conférence Ok. parce que ça a vraiment été une bonne thématique. Merci. Alors, j'ai donc cette question. Mhm. Lorsque un manager Mhm. a pu mettre auprès des commerciaux tous les moyens qu'il faut, Mhm. et y compris même les formations, Mhm. mais que les objectifs Mhm. ne sont pas optimisés. Mhm. Et dans cette perspective, Mhm. qu'est-ce que lui, il doit faire? Premièrement, il doit souscrire au module comment fixer et atteindre les objectifs que nous donnons dans notre cabinet. Et je viendrai pour expliquer comment le faire. Merci. Excusez-moi, en fait, vous comprenez un peu le côté commercial. Hein, bon, voilà. Et le but, c'est que demain, on vienne auprès de vous pour travailler de façon pertinente et aborder toutes ces questions-là. Si vous allez bien nous appeler, bien sûr. Merci. Ok. Hein? T'as eu une bibliothèque ici, mon frère? Tu veux Sinon, on raconte tout. Alors, à la fin, l'ouvrier doit vivre de son travail. Allez-y. Merci. C'est M. Wilfried Niatazé. Ok. Ça m'a enchanté parce que mon calme était un calme observateur pour voir un peu les quelques techniques que vous avez utilisées pour faire passer ceci. Tout en pensant également comme à la méthode managériale de David Easton. Et ce qui a fait que je puisse vraiment me retrouver. D'accord. Mais par la nécessité, est-ce que serait-il possible qu'on puisse avoir le support de tout ce qui a été dit?
Ah, d'accord. Belle question. Ouais. Je crois que vous l'aurez. Vous l'aurez si vous êtes dans une entreprise quelque part et votre nom sont répertoriés là-bas, on va vous faire un mail. Si vous avez votre adresse mail, on va envoyer un mail à tous les participants qui ont des mails, bien sûr. C'est ce qu'on fait toujours d'ailleurs. Hein, ce cours-là, vous l'aurez. OK? Le slide, là, vous l'aurez. Alors, voilà pourquoi je voyais les gens photographier, mais ce n'était pas la peine parce qu'on va vous l'envoyer. Monsieur, vous avez une question? Okay. Ah, je vous reviens. Merci beaucoup. Ok. Monsieur Augustin. OK. D'abord, je tiens quand même à vous remercier Merci. pour ce déploiement et ce développement. Mhm. C'est vrai que vous m'avez déjà offert le livre, mais je l'achète pour donner aussi à d'autres amis. D'accord, merci beaucoup. Pour vous encourager. Merci. Bon, maintenant, en ce qui concerne la formation auprès des collaborateurs et auprès des dirigeants d'entreprise, je ne sais pas, quelle est la méthode que vous privilégiez le plus? Est-ce que c'est la pédagogie ou l'andragogie? Bon. La méthode que nous privilégions le plus, c'est, je vais dire aucune des deux. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On part sur un diagnostic d'abord, c'est-à-dire on échange avec l'apprenant, si je peux appeler, généralement on utilise le terme coaché. On pose un maximum de questions et de ces questions-là, on va essayer de déceler des pistes, des informations comme ça pour monter un module qui va correspondre en fait au problème identifié. Et il arrive parfois même qu'on ne dresse même pas un module. C'est comme, en fait, la définition même du coaching, c'est aider le coaché à trouver lui-même ses propres solutions. Parce que si nous partons avec la pédagogie, je ne dis pas qu'elle est mauvaise, mais elle a quand même ses limites. Parce que les gens, très souvent déjà avec, on va dire, tout ce que vous faites en entreprise, les tâches, déjà travail à faire, le temps d'aller relire des choses. Surtout quand ça s'adresse au management, quand ça s'adresse à la gestion des ressources humaines, du comportement des gens, il n'est pas facile en fait de se rappeler certaines choses. Donc, quand on pose des questions, les questions permettent à la personne de puiser en elle-même et de trouver elle-même les solutions. Et donc, avec les collaborateurs, ce n'est pas vraiment de la pédagogie, c'est juste des questions qu'on pose et on privilégie souvent des séances individuelles. C'est-à-dire qu'on sépare, si vous êtes par exemple 5 cadres de direction, je vous prends en partie, après je prends les autres. Parce que souvent, quand on vous met ensemble, il peut arriver que, parce que nous ne sommes pas là pour diviser en fait, parce que parfois le DG a vraiment des problèmes et tout le personnel le sait. Mais si je commence à tenir un discours, parce que là par exemple, c'est un cours d'ensemble, donc il n'y a pas une entreprise qui est visée. Donc si je commence par exemple à dire tel défaut, parce qu'on a toujours, ça peut être contre-productif dans le sens où les collaborateurs peuvent se dire « Ah oui, vous avez vu, hein, le chef n'est pas bien, tout ça ». Et vous pouvez aussi vous sentir un peu visé. On a déjà vécu ça. J'ai été contacté par une entreprise de Brazzaville où le directeur était déçu de cette méthodologie-là parce qu'il y avait un coach, soi-disant, qui revenait du Cameroun. Il était excellent, mais le problème c'est que l'approche n'était pas celui-là. Donc il a mis tout le monde ensemble comme ça et le directeur, il a commencé à présenter des problèmes, mais qui ne mettaient pas le DG à l'aise. C'est vrai que c'était des problèmes, mais il n'est pas question d'indexer quelqu'un pour… voilà, ce n'est pas le but. Le but ici, c'est que les problèmes sont là. Je travaille avec le DG, on essaie d'identifier d'abord ses propres problèmes, jusqu'où il allait discuter. Et maintenant, on va monter. Parce que si je sais que vous êtes faible dans ce sens-là, ma formation va être axée beaucoup plus à ne pas toucher ce défaut-là. Mais le défaut-là, on a travaillé avec vous. Parce que si je vous mets tous dans la même salle, et sans pourtant avoir des séances avec vous, ça sera contre-productif. Et deuxième question. Oui. D'après votre expérience, avec les collaborateurs et les cadres, qui vous crée plus de problèmes? Où est-ce que vous rencontrez plus de difficultés? Bonne question. C'est beaucoup plus avec les cadres. Ça, je vous dis honnêtement, c'est beaucoup plus avec les cadres. J'ai un exemple que j'aime bien citer. C'était, en fait, le DG d'une entreprise va demander, parce que souvent, le donneur d'ordre, c'est le DG. Et quand c'est souvent des séances de développement personnel, il peut décider, par exemple, monsieur, travailler avec tel collaborateur. C'est lui qui choisit, parce qu'il remarque que le monsieur est un fouteur de troubles. Mais
On a tout essayé, mais il est compétent. Mais il n'arrive pas à travailler en équipe. Parce qu'il y a des gens comme ça. Et il pense que le travail, il fait son travail, il est parti. Il ne sait pas que son implication, l'interaction avec les autres joue de beaucoup pour le succès de la boîte. Et donc, il avait désigné que je travaille pour Monsieur X. Je vous assure, ce monsieur-là, c'était un mur. Déjà, c'est quelqu'un qui a vécu en Europe. Donc, il a peut-être mis 30 ans là-bas. Vous savez, le regard que nos frères qui sont devenus blancs plus que le blanc ont sur nous, qui sommes ici au Congo. Donc, on lui dit que c'est un coach congolais qui va travailler avec toi. Déjà, la première chose, quand j'arrive, il ne m'écoutait pas du tout. Je vous assure, il ne m'écoutait pas du tout. Et après, il m'a sorti des phrases que je n'ai pas besoin de vous citer ici. Et moi, dans mon métier, je dois faire un rapport. Et mon rapport, c'est que je peux vous dire que telle personne est incoachable. C'est-à-dire, je ne peux pas travailler avec lui parce que c'est un mur. Parce que s'il ne s'ouvre pas, comment je vais avancer? Ce n'est pas en fait la théorie. Je ne dois pas venir pour lui dire, voilà, le management, c'est ça. Il sait déjà. Alors, qu'est-ce que je fais? Je lui dis, monsieur, moi, je fais un rapport. Je vais voir la hiérarchie, je dis que vous êtes incoachable. Et il a eu peur parce qu'il sentait que ce n'était pas bon pour lui. Et à ce moment-là, il a un peu fléchi. Bon, dites-moi un peu, qu'est-ce que vous me reprochez? Oh, le problème, le gars, c'est quoi? Lui, quand il arrive au travail, il ne salue personne. Et il est tellement intelligent qu'il pense que tous les autres sont idiots. Donc, lui, les autres ne l'arrivent pas à la cheville. Et il reste cloué dans son bureau. Il finit son travail, il part. C'est ce qu'on lui reprochait. Et moi, l'exercice que je lui ai donné, vous savez, c'était quoi? Je lui ai demandé, premièrement, si vous êtes d'accord qu'on travaille avec vous, vous allez faire une chose. Pendant 3 semaines, quand vous arrivez au bureau, passez dans tous les bureaux, dites bonjour. Je vous assure, le lendemain, quand j'ai vu le monsieur, non, une semaine après, il m'a fait un truc bien. Il arrive dans la prochaine séance, il me dit, coach, il y a quelque chose que je vais vous raconter. Je dis quoi? Le jour-là, quand je suis arrivé au bureau, puisqu'il y avait une dame là qui ne saluait jamais. Quand je suis rentré dans son bureau, j'ai dit, bonjour madame, elle a fait ça. Hé, Jésus! Donc elle a souri, elle fait, Jésus! Elle a cru que voilà, j'étais un truc, parce que le monsieur là ne dit jamais bonjour aux gens. Qu'est-ce qu'il manigance? Il y a quoi derrière? Et c'était un peu drôle. Et voilà. Merci. Bah, l'avant-dernière. Monsieur, vous avez une question également? Oui, j'ai des choses à dire. D'accord, ok. Bon, ben, moi, je suis monsieur Jean-Pierre Rotou. Oui. C'est peut-être pas des questions, mais je ne voulais pas sortir de cette salle sans pouvoir vous dire merci. Merci. Parce que dans le passé, on a peut-être eu des coachs, des formateurs. Et ce que je peux retenir aujourd'hui, c'est que pour ceux qui veulent entreprendre, on ne va pas seulement penser à un budget de formation, mais plutôt envisager les coachings pour le développement de sa société. Exactement. C'est une contribution d'abord. Exactement. Merci beaucoup. Ok. Ah, il n'y a aucune femme qui pose la question comme ça. Pas possible. Comment? Il n'y a que les hommes qui parlent. Allez-y. Merci, monsieur Pambou. Merci beaucoup pour le micro. Ok. D'abord, la première chose, c'est vous dire merci beaucoup pour la prestation. Merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé. Merci. La deuxième chose, j'aimerais savoir si vous pouvez communiquer les coûts pour chaque module. Ok. Ça, c'est très important. Mhm. Et la troisième chose, est-ce que bientôt je vais m'apprêter pour prendre le bouquin. Ok. Est-ce que vous pouvez me faire un débriefing sur ce bouquin? Aïe, le temps est parti, je ne ferai plus. Là, prochainement peut-être. Bon, ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Pambou. C'est très gentil. On va prendre une question pour une dame, et puis on termine. Attends, comment les dames ne vont pas dire un mot? Allez-y. Alors bonjour à tous et merci pour le micro accordé. Ok. Je suis Lénard. Ok. Lénard Matakila. Ok. Alors moi, ma question s'oriente beaucoup en fait pour revenir sur un cas. Ouais. Vous avez parlé de l'encouragement des collaborateurs. Ok. Alors donc, qu'en est-il ou comment penser peut-être appréhender cela pour le manager lui-même? Comment est-ce qu'il s'encourage ou il s'auto-encourage sur les efforts qu'il accomplit lui-même? Bonne question. Et la réponse est management vient voir DCC, on va gérer ça. Hein? Management va voir DCC. Là, on va développer, on va parler des biscuits, tout ça. Une dame? Ah, d'accord. La dame? Ok. Après, la dernière. Bonjour, Bonjour. je suis Bernice Goma. Ok, madame Ma Bernice. question se pose sur
l'affectation. Ok. Quelle est l'attitude d'une personne qu'on affecte à un service au moment où la personne est eu à ton départ et que d'un coup on te dit que désormais telle dame, la dame est sortie, tu es affecté à quel service? Ça c'est ma première question. Oui. La deuxième question, pour un collaborateur, sinon une collaboratrice, qui est là au service de travail en binôme de son responsable. Et à chaque fois, le responsable est là juste pour dire que je vois ton... En fait, je vois le résultat, je vois ton rendu, mais ça promettra un jour. Et au fur et à mesure que tu évolues, il n'y a pas un accompagnement, il n'y a pas la motivation derrière. Quelles sont les mesures pour cet collaborateur de tenir face à cette démotivation en face? Et pour terminer, je vous remercie pour la conférence, la façon que cela se passait. C'est dans toute l'humilité, la transparence et l'écoute a été fluide. Je pense que le mien serait peut-être de s'en procurer de votre livre pour vous permettre de temps en temps de continuer d'approfondir ce qui est dedans. Merci beaucoup en tout cas. Madame, elle doit acheter le livre. Hein? T'as vu, hein? Non, c'est pour rire. Ok. Mais bon, les questions que vous avez posées, en fait, les deux se ressemblent. Ok. Mais comme déjà on vient de terminer, en fait, j'ai un petit pincement de cœur. J'ai bien envie de vous répondre, mais comprenez que les stratégies, tout ça, c'est pas en 2 mots que ça va se régler, parce que toute personne est différente. Donc, je ne sais pas comment est-ce que vous êtes, mais les séances que vous allez passer chez nous me permettra de vous aider d'abord à vous connaître, de savoir comment est-ce que vous fonctionnez et quelles sont, par exemple, votre stratégie émotionnelle. Okay? Parce que chacun de nous a une stratégie émotionnelle, chacun de nous a une part. Vous savez, la manière que vous représentez les choses dans votre tête n'est pas pareille avec celle-là. La manière que vous gérez votre stress n'est pas pareille. Donc, si je vous dis tout de suite, on fait ça, je passerai à côté. Donc, c'est mieux. Vous pouvez aussi prendre des séances à titre personnel. Hein. Ouais. Nous sommes à Brazzaville, c'est vrai, pour l'instant, mais aujourd'hui, la technologie fait qu'on est omniprésent. On peut faire des séances en ligne, par exemple. Voilà. OK. Ah, OK, allez-y. Déjà, merci beaucoup. OK. Je ne parle pas parfaitement français, mais j'espère que tout le monde va me comprendre. Ah, OK. Je suis Luca Fazio, Italie Construction. OK. Moi, je voulais parler pourquoi dans ma vie, j'ai fait les deux. J'étais collaborateur, employé. Et aujourd'hui, je suis directeur général. Je trouvais très intéressant cette présentation. En venant, je ne savais pas bien c'était quoi. Ah, d'accord. Je trouvais très intéressant. Merci. Je pensais que j'allais perdre 2 heures de temps. Merci. Je peux partir voir pour après les considérations. Merci beaucoup. J'ai trouvé très intéressant et je suis très content que je suis venu aujourd'hui. Ah, merci. Mais j'ai une petite remarque à vous faire. Bien sûr. Je n'ai pas bien compris dans mon français. Par contre, j'ai les 2 casquettes. Et d'abord, j'ai fait l'employé, collaborateur, et aujourd'hui, je suis directeur général. OK. Je voulais savoir s'il y avait une deuxième phase de la présentation. Pourquoi là, j'ai entendu tous les conseils que le directeur général doit faire pour faire aller bien la société. OK. Mais moi, je vous conseille aussi de faire même un coaching à les personnes qui travaillent inverse. Souvent, vous trouvez des gens qui cherchent du travail. Mais dans le moment qu'on lui donne du travail, moi je vais le dire pourquoi j'étais employé, collaborateur, comme vous voulez l'appeler, et j'étais toujours en train, j'ai travaillé beaucoup, j'étais non seulement collaborateur, mais après je suis passé cadre dans une société, mais je voulais toujours la société, tout ça. Exactement. Mais des fois, on ne comprend pas le travail qu'il y a derrière ou la tête. Pourquoi? De toute façon, le directeur général et le propriétaire de la société, il reste une personne physique. Exactement. Il doit gérer beaucoup de problèmes. Donc, dans votre coaching que vous faites, passez aussi ce message de coaching à le collaborateur. Dans le moment que tu as une opportunité, il ne faut pas seulement te plaindre, mais cherche à t'évoluer. Moi, par exemple, je suis passé d'un simple employé
je suis monté comme responsable et tout ça, et après j'ai ouvert ma société. Donc, ouvrez un peu aussi l'esprit de l'employé. Ok. On ne doit pas rester toujours employé, on peut passer. Donc, mettez des fois aussi dans la veste le directeur. Exactement, général. exactement. Qu'est-ce qu'il souffre, surtout dans une période de crise. Exactement. Quand le pays ça va bien, c'est facile de dire, mais lui c'est l'argent. Voilà. Mais aujourd'hui qu'il y a la crise, c'est très difficile de Exactement. faire l'argent. Ouais. Faire vivre une famille, nous par exemple, pourquoi j'ai mon collaborateur direct, on a une société qu'on fait manger 300 personnes, mais la tête pour faire vivre 300 personnes, ça te va. Le jour comme ça, la soirée comme ça. Ah oui. Moi, je trouve que c'est une fantastique présentation. Okay. Si vous faites la phase 2 de cette présentation avec un plus, moi, je préférerais être avec vous. C'est quelque chose de très bien. Il n'y a pas de problème. J'achèterai votre livre, je vous complimente pour qu'est-ce que vous avez fait. Merci beaucoup. Merci. Évidemment, c'est juste un complément parce qu'on est venus tous les deux. Ok. Je suis son attaché de direction, donc le directeur commercial. Ok. Donc en fait, pour résumer, il faut penser quand même à donner la possibilité aux collaborateurs, pas forcément employés, de chercher à être employables. Ok. Et développer un peu ce mot-là, employable. Ok. Je pense que chacun pourra se retrouver dans sa position. D'accord. En fait, je ne sais pas, d'accord. Bon, je vais répondre d'abord, tenez le micro, mais je réponds à la question du monsieur. Et après, regarde, j'ai compris, ok. D'abord, je vous remercie. Mais je ne sais pas, peut-être que vous êtes passé à côté de quelque chose. Ce n'est pas que nous travaillons qu'avec les dirigeants. En fait, ici, il s'agit là d'un module qu'on appelle comment créer une nouvelle dynamique d'équipe. Or, ceux qui créent la dynamique d'équipe sont les dirigeants. Donc, sur le module, on était beaucoup plus sûr. Voilà pourquoi vous sortiez un peu plus visé. Mais madame, quand elle a étalé tout ce que nous faisons, la plupart de nos modules s'adressent aux collaborateurs. Voilà. Dans la plupart, c'est les collaborateurs. Généralement aussi, quand on vient en entreprise, parce que vous êtes le chef, vous connaissez ce qui se passe. Quand vous nous appelez, parce que ceux qui font la boîte, ce sont les collaborateurs. Donc, on met un focus sur les collaborateurs. Donc ça, on a beaucoup de modules comme ça. Et même quand peut-être que vous allez nous contacter en privé et on va vous présenter ces modules-là. Et je rappelle encore ce que j'ai dit à monsieur le directeur. Tous les modules qu'on a essayé de lister là ne sont pas exhaustifs. Il y a encore des modules qui existent, mais qui peuvent émaner de l'entretien avec vous. Parce que vous pouvez nous parler d'un problème, mais que nous n'avons pas listé. C'est ça la beauté du coaching. Ce n'est pas seulement qu'on va faire ça, mais il y a encore d'autres choses. Okay. Je voulais juste ajouter, bien compris, c'est normal que vous parlez des collaborateurs. Oui. Balancer ce message fort que c'est réciproque. Là. Exactement. Le travail, c'est réciproque. Voilà, j'ai entendu qu'il faut encourager le dirigeant, encourager l'employé. Mais même l'employé, il faut être encouragé. Ah oui, encourager. Lui-même. Exactement. Madame coach comme vous, qui encourage. Aujourd'hui, tu es là, mais tu peux arriver là. Exactement. C'est ça que je voulais que vous souligniez plus sur votre présentation. Exactement. Merci beaucoup. En fait, c'est la personne qui défend son travail. Bien sûr. Mais exactement. Ça, c'est maintenant des choses qu'on peut faire en entreprise. Ça, c'était une conférence gratuite et donc on ne pouvait pas tout dire. Allez-y. On va terminer par la dame là-bas et puis on va aller à un cocktail qui est un buffet là. Merci beaucoup. Ok. En fait, ma question, elle est un peu dans le sens du monsieur. Ok. Et je voulais d'abord commencer par vous. Okay. À quand la prochaine masterclass? Parce que c'était bien. Merci. C'était un partage vraiment bénéfique. Bien qu'on nous a indexé. Et la prochaine fois, c'est une suggestion, j'aurais bien aimé que vous puissiez rajouter ou insister sur la communication. Parce que c'est un problème majeur. Aujourd'hui, les collaborateurs certains ont vraiment des difficultés de communiquer avec leur manager. Pour eux, ils se disent, bon, qu'est-ce que je vais lui dire? Ils ont peur, alors que les managers, ils attendent que ça. Exactement. Ils sont parfois ouverts à certaines discussions, à certaines suggestions, et qui vont
vont peut-être faire galoper aussi l'entreprise. Exactement. Et à côté de ça, on va insister aussi plus sur le fait de se démarquer de la foule. Il y a des gens qui ont beaucoup de potentiel, mais qui se cachent dans leur rang, qui passent peut-être par la voie hiérarchique en disant que je ne peux pas exposer ceci parce que mon N+1 ne l'a pas fait. Je ne peux pas aller voir le DG parce que là-bas, on va dire que j'ai fait ceci. Exactement. Mais le manager, il n'attend que ça. Donc, j'espère que la prochaine fois, ça sera encore plus mieux qu'aujourd'hui. Merci beaucoup, madame. Alors, je prends la dernière question et puis arrête tout. Ça vous êtes ouvert à votre réponse? D'accord, ok. Bon, vu que le temps qui est passé, donc là, on a dressé une table là. On va apprendre quelque chose. Et puis, donc, je vais remettre la parole à la dame. Et puis, bon, on va... Je pense qu'on a fini. Et il y a un petit pot à prendre à l'extérieur, juste après ici. Donc voilà. Et nous tenons vraiment à vous remercier de nous avoir fait confiance. Et nous espérons que la prochaine fois, ça sera mieux que cette fois-ci. Merci beaucoup. Donc je te dédicace. Attends, je te remets. Vous fermez à quelle heure? À 17h, 16h, non? Il y avait des questions pour intervenir. Je sais pas, par rapport à l'appréciation, si c'est possible. Une minute. Ok, super, monsieur. Merci beaucoup. La masterclass s'est très bien passée. J'ai été très satisfaite du début jusqu'à la fin. Et tout ce qu'on a parlé en tant que développement personnel, en tant que collaborateur, en tant que directeur, en tout cas, ça m'a beaucoup ouvert l'esprit de comment travailler en tant que collaboratrice, en groupe et personnellement, et avec mes supérieurs. Donc, en tout cas, ça a été très bénéfique. Je ne peux plus trop ajouter, mais ça a été très bénéfique. Bon, pour moi, j'aimerais leur dire de contacter d'abord le cabinet de M. Jolin Andélé. C'est DDC. C'est un très bon cabinet de développement personnel. Et de venir eux-mêmes toucher du doigt. Parce que je peux dire de venir, mais je peux leur dire de venir, mais je peux bien donner des commentaires et tout. Mais c'est à eux de venir, à tous les PDG, à tous les DG, aux collaborateurs d'entreprise de venir et de contacter M. Jolin Andélé. Et ça va bien se passer. De toucher du doigt en tout cas. Merci. Bien, bonjour, je suis Thierry Aounou, responsable commercial de la Société Global Développement. La masterclass de ce jour s'est très bien passée. Tout a été dit, tout a été clair. Le présentateur a été très clair dans ses propos et ça reflète vraiment la réalité. Donc à nous, en tant que manager, en tant que responsable, chef d'entreprise, de prendre le relais et mettre en application ces orientations et conseils. Comme conseil, j'invite massivement d'autres dirigeants, d'autres chefs d'entreprise à participer très activement à ce genre de séminaire, à ce genre de conférences, pour créer cette dynamique au sein de leurs équipes et de leurs entreprises. Je vous remercie. Je suis monsieur Christelle Moulunda, responsable bureau Fonds TT aux assurances générales du Congo. La première nouvelle, c'est que c'est pour moi la deuxième fois que je suis en face de monsieur Njolin, parce qu'il a déjà été dans notre société pour une formation pour ce qui était de l'animation des équipes commerciales. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, ça n'a été qu'un plaisir supplémentaire. Et donc je suppose que le contact qui est en train de naître va perdurer et que nos échanges nous permettront à l'avenir de pouvoir œuvrer pour le bien de nos structures. Dire ce que je vais donner comme conseil aux entreprises qui n'ont pas pu assister à cette masterclass, ce serait peut-être une partie de la vérité, parce que quelque part, ces sociétés-là diraient peut-être qu'elles n'ont pas eu l'information. Donc ce serait un travail conjugué pour ces sociétés-là afin qu'elles puissent avoir l'information. Et si elles ne se présentent pas, là, à ce moment, on pourra peut-être donner des conseils. Sinon que pour celles qui ont eu l'information et qui n'ont pas
pu honorer de leur présence cette formation, c'est beaucoup de choses de perdues. Que de bonnes choses pour le bien d'abord de la société et le bien individuel. Oui, c'était un événement que nous avons organisé cette fois-ci à Pointe-Noire. Ça va un peu dans la continuité des 2 événements que nous avons fait à Brazzaville. Et donc, c'est juste vulgariser le métier du coaching, essayer de faire comprendre aux entreprises ce qu'ils peuvent bénéficier à travailler avec un cabinet professionnel de coaching. Et donc, il y a eu du répondant, les gens ont participé. Et puis, les témoignages que nous avons reçus de la part des participants ont été vraiment positifs. Et donc, nous ne pouvons qu'être contents pour cet événement. Et cela va être encore, on va dire, le précurseur d'autres événements que nous allons organiser d'ici là. Et donc, c'est un appel que nous lançons à toutes les entreprises de la place, pas seulement les entreprises, ça peut être aussi des ministères. Parce que là où il y a forcément du personnel, on a besoin de la motivation. Aujourd'hui, la motivation, c'est un thème majeur dans la société parce que les gens n'ont pas toujours, avec la crise, avec tous ces problèmes que nous connaissons actuellement, le besoin d'un coach au niveau des ministères ou encore au niveau des entreprises s'impose. Donc voilà, c'est cet appel comme ça que je peux lancer pour que nous travaillions, nous apportons notre expertise pour essayer de faire avancer les choses. Merci.